Et bonjour à tous, dans ce podcast, je vous propose tout simplement la lecture d'un chapitre de Discrimination et disparité de Thomas Sowell qui s'appelle Discrimination, signification et coût. Un chapitre dans lequel Thomas Sowell va tordre le cou à énormément d'idées reçues en ce qui concerne les soi-disant discriminations systémiques. Donc dans un premier temps, il va simplement définir les différents sens du terme discrimination, puis il va nous parler d'un sujet très peu abordé qui est le coût de ces discriminations. Parce que oui, dans de très nombreux cas, discriminer, ça coûte cher. Et ça a de nombreux effets que je vous laisse deviner. Et enfin, on va s'intéresser au cas très spécifique de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. Bon, alors je sais que c'est un petit peu long comme format, que ça n'intéressera vraiment que l'élite de la modinerie, mais tant mieux, il faut aussi, de temps en temps, gâter l'élite. En tout cas, donc vraiment, je vous conseille vivement d'aller vous procurer ce livre de Thomas Sowell afin de participer à ce projet de traduction et de diffusion de son œuvre. Vous trouverez tous les liens qu'il vous faut en description. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. On dit que certaines personnes ont des goûts exigeants ou discriminants lorsqu'elles sont particulièrement perspicaces pour détecter les différences de qualité et faire leur choix en conséquence, qu'il s'agisse de vins, de tableaux ou d'autres biens et services. Mais ce mot est également utilisé dans un sens presque opposé pour désigner des différences arbitraires de comportement envers les personnes fondées sur leur appartenance à un groupe indépendamment de leur qualité réelle en tant qu'individu. Ces deux types de discrimination peuvent entraîner des différences importantes dans les résultats, qu'il s'agisse de juger des personnes ou des choses. Par exemple, les connaisseurs en vin peuvent privilégier un cru particulier et accepter de payer un prix bien plus élevé. On observe souvent un phénomène similaire lorsqu'il s'agit de personnes. Dans de nombreux pays, il est courant que certains groupes obtiennent des résultats très différents lorsqu'ils sont évalués par d'autres, que ce soit dans le domaine professionnel, éducatif ou dans d'autres contextes. Il en résulte des écarts marqués entre groupes en matière de revenus, de profession, de taux de chômage ou d'admission dans l'enseignement supérieur. La question fondamentale est la suivante. Quel type de discrimination a conduit à des résultats aussi disparates ? Les différences de qualité entre individus ou entre groupes ont-elles été correctement discernées par les autres ? Ou bien ces derniers ont-ils fondé leurs décisions sur des aversions personnelles ou des présupposés arbitraires concernant les membres de certains groupes ? Il s'agit en définitive d'une question empirique, même si les tentatives d'y répondre suscitent des émotions vives et des certitudes passionnées chez des observateurs parvenant à des conclusions opposées. Une autre façon d'exprimer la même chose serait: les disparités entre les groupes en matière de résultats sont-elles le résultat de différences internes de comportement et des capacités évaluées avec précision par des personnes extérieures, ou sont-elles dues à des impositions externes fondées sur des jugements erronés ou des animosités de personnes extérieures? Les réponses à ces questions ne sont pas nécessairement les mêmes pour toutes les disparités entre les groupes, ni pour un groupe donné à différents moments et endroits. Ce n'est pas seulement un exercice académique. L'objectif ultime est d'offrir à un plus grand nombre d'êtres humains de meilleures perspectives. Cependant, avant de chercher des réponses, il est essentiel d'être clair sur les termes dans lesquels la question est posée. Signification du terme discrimination. À tout le moins, nous devons savoir ce que nous entendons nous-mêmes lorsque nous utilisons un mot comme discrimination, surtout s'il revêt des sens contradictoires. Dans son acception la plus large, la discrimination désigne la capacité de discerner les différences de qualité entre les personnes et les choses, et de faire ses choix en conséquence. Dans son acception plus restreinte, mais la plus courante, la discrimination renvoie au fait de traiter défavorablement des personnes sur la base d'aversion ou d'animosité arbitraire envers des individus d'une race ou d'un sexe particulier. Par exemple, qui a conduit à l'adoption de lois et de politiques antidiscriminatoires. Idéalement, la discrimination, dans le sens premier, appliquée aux personnes, consisterait à juger chaque individu pour lui-même, indépendamment du groupe auquel il appartient. Mais ici, comme dans bien d'autres contextes, cet idéal se rencontre rarement chez les êtres humains réels, y compris chez ceux qui le professent. Si vous marchez la nuit dans une rue déserte et apercevez un peu plus loin une silhouette indistincte dans une ruelle, jugez-vous cette personne en tant qu'individu ou changez-vous de trottoir? Cette silhouette pourrait être un voisin bienveillant promenant son chien, mais dans ce type de situation, une erreur d'appréciation pourrait s'avérer lourde de conséquences, peut-être même
vous coûter la vie. Dans d'autres contextes, il est possible que vous jugiez effectivement chaque personne en tant qu'individu. Mais le fait que cela dépende du contexte signifie que les individus ont déjà été implicitement présélectionnés par ce contexte et que ce n'est qu'après cette présélection qu'ils sont jugés en tant qu'individus. Par exemple, un professeur entrant dans une salle de classe le premier jour de l'année universitaire peut juger et traiter chaque étudiant en tant qu'individu. Mais ce même professeur, marchant seul la nuit dans une rue déserte et croisant un inconnu, ne le jugera pas nécessairement en tant qu'individu. Les étudiants d'un amphithéâtre universitaire ne constituent probablement pas un échantillon aléatoire de l'ensemble des variations présentes dans la population générale, mais plutôt un éventail plus restreint de personnes réunies autour d'un objectif précis, présentant des caractéristiques individuelles plus homogènes et évoluant dans un environnement moins risqué qu'une rue sombre la nuit. En somme, l'une des différences entre discriminer au sens premier et discriminer au sens second tient au coût qui n'est pas toujours négligeable ni mesurable uniquement en termes financiers. Il est probable que tout le monde s'accorde à dire que discriminer au sens premier est préférable toute chose égale par ailleurs. Néanmoins, il faut reconnaître que les choses ne sont pas toujours égales et sont parfois très loin de l'être. Lorsqu'il existe une différence de coût entre la discrimination au sens premier et la discrimination au sens second, beaucoup de choses dépendront du niveau de ces coûts et surtout de qui les assume. Les mêmes personnes qui ne traverseraient jamais un certain quartier la nuit, voire en plein jour, sont les premières à s'indigner contre les banques qui marquent en rouge ce quartier, c'est-à-dire qu'ils l'excluent entièrement comme lieu d'investissement de l'argent de leurs déposants. Ces observateurs indignés ne voient peut-être pas que leur propre redlining, dans leur choix d'itinéraire, n'est qu'une autre illustration du même principe. En bref, la discrimination au sens premier peut avoir des coûts prohibitifs dans certaines situations, en particulier lorsqu'elle est appliquée à l'échelle individuelle. Cependant, la discrimination au sens second, c'est-à-dire le préjugé arbitraire ou fondé sur l'antipathie à l'égard d'un groupe, n'est pas la seule autre option. Une autre façon de prendre des décisions consiste à évaluer les données empiriques sur les groupes dans leur ensemble ou sur les interactions entre différents groupes. Prenons un exemple extrême. Si 30% du groupe X sont alcooliques contre 2% pour le groupe Y, un employeur pourrait très bien préférer embaucher des personnes du groupe Y pour un travail où un alcoolique serait non seulement inefficace, mais aussi dangereux. Cela signifierait que la majorité des personnes du groupe X seraient plus susceptibles de se voir refuser un emploi, même si elles ne sont pas alcooliques. Ce qui importe surtout pour l'employeur, c'est le coût de la vérification pour déterminer qui parmi les candidats est ou n'est pas alcoolique, alors que tous se présentent sobres le jour de l'entretien. C'est également important pour les clients qui achètent les produits de l'employeur, ainsi que pour la société dans son ensemble, car si les alcooliques fabriquent une proportion plus élevée de produits défectueux, cela représente un coût pour les consommateurs. Que ce soit parce qu'ils reçoivent un produit défectueux ou parce que le nombre d'articles mis au rebut à l'usine, en raison de leurs défauts, se traduit par des prix plus élevés pour ceux qui sont vendus. En effet, les coûts liés aux produits défectueux écartés lors du contrôle doivent être répercutés sur les prix du produit de bonne qualité qui sortent de ce processus et sont commercialisés. Dans la mesure où les alcooliques sont non seulement moins compétents mais aussi dangereux, le coût de ces dangers est supporté soit par leurs collègues, soit par leurs clients qui achètent des produits défectueux, soit par les deux. En bref, cette situation entraîne des coûts importants de sorte que soit 70% du groupe X, soit les employeurs, soit les clients, soit les trois devront finalement supporter le coût de l'alcoolisme de 30% des personnes du groupe X. C'est certes pas juger chaque candidat individuellement, et donc pas de la discrimination au sens le plus strict, mais c'est pas non plus de la discrimination au sens second, au sens de décision fondée sur un préjugé personnel ou une antipathie envers l'ensemble du groupe. L'employeur peut très bien avoir des amis appartenant au groupe X qu'il connaît bien mieux que les candidats à un emploi. Ce type de connaissance, cependant, ne pourrait pas être obtenu au sujet des candidats sans un coût prohibitif. L'objectif ici n'est pas de justifier ni de condamner le comportement de l'employeur, mais de classer différents modes de prise de décision afin d'en analyser les implications et les conséquences. Un exemple concret de l'effet du coût de la connaissance dans ce contexte est fourni par une étude montrant que malgré la réticence de nombreux employeurs à embaucher des jeunes hommes noirs, en raison du fait qu'une proportion importante d'entre eux a un casier judiciaire, les employeurs qui vérifieraient systématiquement les antécédents judiciaires de tous leurs employés avaient tendance à recruter davantage de jeunes hommes noirs que les autres.
Autrement dit, lorsque la nature du travail justifiait le coût de ces vérifications pour l'ensemble du personnel, il n'était plus nécessaire de recourir à des données collectives pour évaluer si les jeunes candidats noirs avaient un casier judiciaire. La discrimination au sens premier, qui consiste à fonder les décisions sur des preuves empiriques, comporte donc deux variantes. La variante idéale, mais la plus coûteuse, consiste à rechercher et à assumer le coût de l'information qui permettrait de juger chaque individu en tant qu'individu indépendamment du groupe auquel il appartient. Nous pouvons appeler ça la discrimination au sens premier A. Dans d'autres cas, lorsque ces informations sont trop coûteuses pour en valoir la peine, les individus peuvent être jugés sur la base de preuves empiriques relatives au groupe auquel ils appartiennent. On peut appeler ça la discrimination au sens premier B. Ces deux variantes diffèrent de la discrimination au sens second, où la raison pour laquelle des individus appartenant à des groupes distincts sont traités différemment n'a aucun fondement empirique, mais tient à des préjugés personnels ou à une aversion envers les membres de certains groupes. Même les employeurs qui n'éprouvent aucune animosité ni aversion à l'égard de certains groupes peuvent pratiquer la discrimination au sens premier B, c'est-à-dire des généralisations fondées sur des données empiriques, lorsqu'ils savent que divers groupes réagissent différemment en présence d'autres groupes. Au XIXe siècle, par exemple, lorsque la main-d'œuvre comptait de nombreux immigrants européens, certains groupes ont importé en Amérique les animosités qu'ils entretenaient entre eux en Europe. Le fait d'avoir une main-d'œuvre composée à la fois d'Irlandais protestants et d'Irlandais catholiques, travaillant ensemble, pouvait engendrer des tensions, voire des violences, avec des effets négatifs sur la productivité. En d'autres termes, une main-d'œuvre composée exclusivement de l'un ou l'autre groupe était plus efficace qu'une main-d'œuvre mixte. Le même principe s'applique lorsque différents groupes ont des réactions particulièrement positives les uns envers les autres. Par exemple, l'employeur peut être indifférent au fait que le travail à accomplir soit effectué par des hommes ou par des femmes, tout en étant bien conscient que les hommes et les femmes ne sont pas indifférents les uns aux autres, sans quoi l'espèce humaine aurait disparu depuis longtemps. Par conséquent, par souci d'efficacité de la main-d'œuvre, lorsqu'une profession particulière choisie en majorité par les femmes, comme le métier d'infirmière, l'employeur peut être réticent à embaucher un infirmier. A l'inverse, lorsque les bûcherons sont majoritairement des hommes, l'employeur peut être réticent à embaucher une bûcheronne, même si elle se montre aussi qualifiée que les hommes. Les observateurs qui soulignent que certaines personnes sont tout aussi qualifiées, quel que soit leur sexe, passent à côté de l'essentiel. Une personne tout aussi qualifiée peut faire son travail aussi bien que les autres, mais si certains de ses collègues sont distraits dans leur travail, cela peut se traduire par une baisse de l'efficacité globale de la main-d'œuvre. C'est une base empirique qui peut amener les employeurs à pratiquer la discrimination au sens premier B, même sans nourrir de préjugés ni aucune aversion envers les personnes moins susceptibles d'être embauchées. Une mauvaise interprétation des fondements de la discrimination ne se traduit pas seulement par une différence dans les mots, elle peut conduire à des politiques moins susceptibles d'atteindre leurs objectifs ou qui aggravent la situation. Par exemple, interdire aux employeurs de justifier le casier judiciaire des candidats à un emploi pourrait réduire les possibilités d'emploi pour les jeunes hommes noirs qui n'ont pas de casier judiciaire. Les décisions en matière d'emploi ne sont pas les seules à être affectées par une forme ou une autre de discrimination. Lorsqu'il existe des différences réelles entre des groupes avec des conséquences potentiellement graves, telles que des taux de meurtre plusieurs fois supérieurs dans un groupe par rapport à un autre, la discrimination au sens premier B peut aller jusqu'à redliner un quartier ou un groupe, même si la majorité des membres du groupe évité ne sont pas coupables du comportement redouté. Même dans un quartier à forte criminalité, par exemple, la plupart des habitants ne sont pas nécessairement des criminels. Mais le coût du tri individuel de la population locale peut être prohibitif. Par conséquent, les décisions sont susceptibles d'être prises selon un processus décisionnel plus rudimentaire, s'appuyant sur des généralisations empiriques. Discrimination au sens premier B, plutôt que sur la discrimination au sens premier A, plus nuancée mais coûteuse, ou sur la discrimination au sens second, fondée sur l'antipathie ou les préjugés. L'une des conséquences de telles situations est que la majorité respectueuse des lois dans un quartier à forte criminalité peut finir par payer un prix élevé pour la présence au même endroit d'une minorité de criminels. Certaines entreprises ne livrent pas leurs produits, que ce soit des pizzas ou des meubles, dans les quartiers à forte criminalité, plutôt que de faire courir à leurs chauffeurs le risque d'être blessés, voire tués.
Les chauffeurs de taxi peuvent éviter de prendre des passagers dans ces quartiers pour la même raison. Même des chauffeurs de taxi noirs peuvent refuser de se rendre dans des quartiers noirs à forte criminalité, en particulier la nuit. Les supermarchés et autres commerces sont souvent réticents à s'implanter dans ces quartiers pour des raisons similaires. Tout cela nuit aux habitants respectueux des lois dans les quartiers à forte criminalité qui paient en réalité le prix du comportement des autres. En plus d'être les principales victimes des crimes commis par les délinquants vivant parmi eux, ils en payent aussi littéralement le prix argent comptant, à travers les prix plus élevés généralement pratiqués pour les marchandises vendues dans les quartiers où les coûts d'exploitation sont plus importants en raison des niveaux plus élevés de vol à l'étalage, de vandalisme, de cambriolage, de larcin et de vol qualifié, ainsi que des primes d'assurance plus élevées imposées aux entreprises à cause de ces désordres et d'autres problèmes de voisinage. Une étude intitulée « Les pauvres payent plus » considérait les pauvres en général comme des consommateurs exploités, dont profitaient les magasins situés dans les quartiers à faible revenu. Ce point de vue a été repris dans les médias, au sein du gouvernement et dans des publications universitaires. Cependant, de nombreux quartiers à faible revenu sont également des quartiers à forte criminalité. Les pauvres payent plus a commis une erreur trop courante en supposant que la cause du résultat indésirable pouvait se déduire du lieu où les données statistiques avaient été recueillies. Dans ce cas, les chercheurs ont collecté des données sur les prix dans les magasins de quartier, mais les causes de ces prix élevés ne résidaient pas chez les personnes qui affichaient ces prix dans les magasins. De plus, si les prix étaient plus élevés dans les magasins des quartiers défavorisés du centre-ville, le taux de rendement des investissements dans ces magasins n'était pas supérieur à la moyenne, mais inférieur. Pour les personnes qui ignorent ces faits, les prix plus élevés peuvent être considérés comme de simples prix abusifs, pratiqués par des commerçants cupides, une discrimination au sens second entre des quartiers minoritaires. Pour ceux qui voient la situation de cette manière, les prix plus élevés peuvent apparaître comme un problème que le gouvernement pourrait résoudre en imposant un contrôle des prix, comme l'a suggéré un journal de Harlem dans les années 60, lors de la polémique suscitée par les révélations selon lesquelles les pauvres payent plus. Mais si les entreprises de ces quartiers ne récupèrent pas leurs coûts d'exploitation accrus par les prix qu'elles pratiquent, elles risquent de devoir fermer leurs portes. Les quartiers à faible revenu et à forte criminalité souffrent souvent d'un manque d'entreprises installées sur place, ce qui ne serait guère le cas si les prix élevés pratiqués dans ces quartiers généraient des taux de profit plus élevés. Les citoyens respectueux de la loi, qui vivent dans un quartier à forte criminalité, ne sont sans doute pas consolés de savoir que les prix plus élevés qu'ils doivent payer servent à rembourser les coûts plus élevés liés à l'exercice d'une activité dans leur quartier. Parallèlement, les politiciens et les militants locaux ont tout intérêt à affirmer que les prix plus élevés sont dus à la discrimination au sens de la discrimination dans le sens second, même si, en réalité, la communauté ne fait que payer les coûts supplémentaires dus au comportement de certains de ses résidents. Les habitants qui ne sont pas responsables de ces coûts peuvent être considérés comme des victimes de ceux qui les ont provoqués, plutôt que des commerçants qui répercutent ces coûts dans leurs prix plus élevés. Il ne s'agit pas d'une simple question philosophique abstraite, ni de débat sémantique. Comprendre l'origine réelle de ces prix plus élevés, au lieu d'en accuser à tort ceux qui les pratiquent, fait toute la différence entre des mesures susceptibles d'atténuer le problème et d'autres qui risquent de l'aggraver en poussant hors du quartier des entreprises dont la présence est pourtant nécessaire. Distinguer entre la discrimination au sens premier B et la discrimination au sens second n'est donc nullement un simple ergotage académique, bien que les prix plus élevés dans les quartiers à faible revenu soient souvent discutés dans le contexte des minorités raciales ou ethniques. Les mêmes conséquences économiques ont été observées lorsque les habitants des quartiers à faible revenu étaient blancs. Comme l'a rapporté le Cincinnati, les habitants de l'Est du Kentucky qualifient les prix et les taux d'intérêt plus élevés courant dans leur région de taxes pour les pecnos. Parmi les mesures qui pourraient réduire le fardeau de l'injustice qui pèse sur les résidents respectueux de la loi des quartiers à forte criminalité, on pourrait citer un renforcement de l'application de la loi par la police et les tribunaux. Mais dans la mesure où le public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des communautés concernées, considère ces prix élevés comme une discrimination au sens second à l'égard de l'ensemble de la communauté touchée, due aux préjugés ou à l'empathie de la société dans son ensemble, le durcissement de l'application de la loi pourrait être perçu comme une nouvelle injustice imposée à ces mêmes communautés. En bref, le fait que l'on attribue les prix plus élevés dans les quartiers à faible revenu et à forte criminalité
à la discrimination au sens second ou à des décisions fondées sur des données empiriques influent directement sur les politiques qu'on pourrait envisager de mettre en place pour alléger le fardeau injuste pesant sur les résidents respectueux des lois. La solidarité communautaire ou ethnique peut constituer un obstacle majeur à la reconnaissance, à l'acceptation ou à la prise en compte des faits. Tout cela ne nous dit pas dans quelle mesure la discrimination au sens premier ou la discrimination au sens second existe dans une société donnée, ni combien de disparités dans les résultats sont dues à d'autres circonstances ou à d'autres processus décisionnels. Dans certaines situations, il peut clairement y avoir des coûts délibérément imposés par un groupe par des étrangers. C'est de la discrimination au sens second, comme le refus du droit de vote aux citoyens américains noirs dans de nombreux États du Sud par le passé. Les lois sur la ségrégation raciale dans ces États, qui obligeaient les passagers noirs à s'asseoir à l'arrière des bus et des tramways et leur refusaient l'accès aux universités publiques, étaient des exemples évidents d'une discrimination raciale plus large au sens de la discrimination au sens second. Les ghettos européens d'autrefois, qui forçaient les juifs à vivre dans un espace restreint, en leur interdisant l'accès à la plupart des universités d'Europe, constituaient d'autres exemples du même type de discrimination au sens second. D'innombrables groupes dans divers pays du monde, les intouchables en Inde étant un exemple classique, ont subi des restrictions et des oppressions encore plus nombreuses et plus graves. Tous ces coûts sont imposés par la discrimination au sens second et payés par ses victimes. Mais pour comprendre la relation de cause à effet, il importe aussi d'analyser les coûts supportés par les auteurs de la discrimination. Car ces coûts sont des facteurs qui déterminent dans quelle mesure la discrimination au sens second peut persister dans certaines circonstances ou institutions. Ces coûts n'ont pas le même attrait moral, politique ou idéologique que ceux payés par les victimes. Cependant, les coûts que doivent assumer les auteurs de la discrimination et les diverses conséquences dans lesquelles ils ont ou non à les assumer peuvent influer sur l'ampleur réelle de la discrimination au sens second susceptible de s'exercer. Comprendre les coûts que doivent payer les auteurs de discrimination permet également d'élaborer des politiques qui garantissent qu'ils ne puissent être éludés tout en avertissant que d'autres politiques risquent, si les circonstances sont mal comprises, d'exonérer involontairement les racistes de ces coûts. Coût de la discrimination. Ni l'ampleur ni la gravité de la discrimination au sens second ne sont fixes. Elles varient considérablement d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre au sein d'un même pays. Il fut un temps où de nombreuses offres d'emploi publiées par des chercheurs américains précisaient « les Irlandais ne sont pas acceptés » ou « réservés aux Blancs ». De même, certains magasins à Harlem, à l'époque où ce quartier était habité par une communauté blanche huppée, affichaient des pancartes qui disaient « interdit aux Juifs et aux chiens ». L'Amérique n'est pas un cas unique, car de nombreux autres endroits et à d'autres époques, la discrimination collective, c'est-à-dire la discrimination au sens second, était si répandue et si largement comprise qu'il n'était pas même nécessaire d'apposer de telles affiches. Pour une femme, un juif ou les membres de certains autres groupes, postuler à certains emplois aurait juste été considéré comme une démarche présomptueuse, faisant perdre son temps à son employeur. La discrimination au sens second, dans le processus de recrutement et de promotion, soulève des questions à la fois sur les causes effectives et sur la moralité. Les deux types de questions méritent d'être examinés séparément. Pour comprendre les causes et les conséquences de la discrimination dans le processus de recrutement et de promotion, il est nécessaire de déterminer s'il s'agit de la discrimination au sens premier ou de la discrimination au sens second. Il n'est pas toujours facile de répondre à cette question, et en fait, les réponses faciles, telles que l'assimilation automatique des disparités statistiques dans les résultats de la discrimination au sens second, peuvent constituer un obstacle majeur à la recherche de la vérité. Un employeur qui juge chaque candidat individuellement sans tenir compte de son appartenance à un groupe peut néanmoins se retrouver avec un effectif d'employés dont la composition démographique est très différente de celle de la population locale. Un fait démographique important, souvent négligé par ceux qui assimilent automatiquement les disparités statistiques dans les résultats à une discrimination, est que les différents groupes ethniques ont des âges médians très différents. L'âge médian des Américains d'origine japonaise est supérieur de plus de 20 ans à celui des Américains d'origine mexicaine. Même si tous les individus du même âge avaient le même revenu, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, il subsisterait néanmoins de sérieuses disparités de revenus entre les Américains d'origine japonaise et ceux d'origine mexicaine, ainsi qu'entre de nombreux autres groupes. Un groupe dont l'âge médian se situe dans la vingtaine
n'aura évidemment pas une proportion aussi importante de personnes ayant 20 ans d'expérience professionnelle qu'un groupe dont l'âge médian se situe dans la quarantaine. Un groupe peut donc compter un nombre disproportionné de personnes occupant des postes de haut niveau nécessitant de longues années d'expérience, tandis que l'autre groupe peut être représenté dans le sport professionnel ou dans les crimes violents, deux activités où les jeunes sont plus nombreux que les seniors. Ces disparités dans les résultats ne sont pas automatiquement la preuve de préjugés extérieurs ou de déficiences internes au sein des groupes. L'un ou l'autre, ou les deux, peuvent être présents ou absents, mais cela nécessite des preuves empiriques allant au-delà des différences statistiques brutes dans les résultats. En bref, les conditions qui prévalent avant que les candidats à un emploi ne se présentent à un employeur peuvent avoir un impact indifférencié sur les chances d'une personne appartenant à un groupe particulier d'être embauchée ou promue, même si l'employeur juge chaque candidat sur ses qualifications individuelles sans tenir compte du groupe auquel il appartient. En d'autres termes, même si la discrimination au sens premier A peut produire des statistiques à impact différencié, tout comme la discrimination au sens second. L'âge n'est qu'une de ces conditions préexistantes, comme nous l'avons déjà mentionné. Les enfants élevés dans des familles où les parents exercent des professions libérales entendent près de 2 fois plus de mots par heure que les enfants élevés dans des familles ouvrières et plus de 3 fois plus que les enfants élevés dans des familles bénéficiant de l'aide sociale. Peut-on croire que ces différences et d'autres, accumulées au fil des années de formation, n'aient aucune incidence sur les capacités individuelles et les résultats sociaux lorsque ces enfants deviennent des adultes à la recherche d'un emploi? Tous ces individus pouvaient être très semblables à la naissance, mais bien des choses se produisent entre la naissance et le moment où l'on postule pour un emploi ou à l'université. Et ces choses se produisent rarement de la même manière pour tout le monde. Comme nous l'avons vu, elles varient déjà entre des enfants nés et élevés dans la même famille. De manière plus générale, il est impossible de déterminer l'origine des disparités dans les résultats à partir des statistiques collectées. Les données peuvent être recueillies sur le lieu du travail de l'employeur, mais cela n'exclut pas que les disparités dans les capacités individuelles trouvent leur origine dans leur foyer ou dans les cultures locales où les personnes ont été élevées. Les différences dans l'éducation des enfants, mais aussi des décisions prises par les individus eux-mêmes, ont une incidence sur leurs résultats. Lorsque plus des 3/4 des diplômes universitaires en éducation sont décernés à des femmes et plus des 3/4 des diplômes universitaires en ingénierie sont décernés à des hommes, la prédominance statistique des femmes dans l'enseignement et des hommes dans l'ingénierie ne peut être automatiquement attribuée aux préjugés des employeurs. Plus fondamentalement, la cause d'un résultat donné est une question empirique qui nécessite de démêler de nombreux facteurs complexes plutôt que de simplement montrer du doigt de manière spectaculaire les disparités statistiques dans les résultats. Il est facile de comprendre en quoi se voir refuser une opportunité d'embauche ou de promotion pour certains emplois peut conduire à des revenus inférieurs pour certains groupes et pourquoi cela peut susciter des objections morales, non seulement de la part de ceux qui se voient refuser un emploi, mais aussi de la part d'autres personnes qui trouvent ces pratiques moralement répugnantes. D'un point de vue causal, d'autres questions se posent quant aux raisons de ces pratiques. Ici, le coût pour l'auteur de la discrimination joue un rôle causal dans le résultat. Il y a également un coût pour la société dans son ensemble. Une société dans laquelle les femmes sont arbitrairement exclues de nombreux types d'emplois peut payer un coût énorme en perdant le potentiel productif de la moitié de sa population. Cependant, la société est rarement une unité décisionnelle, sauf peut-être en période électorale ou lors d'un soulèvement populaire. Pour comprendre les décisions en général, ou celles en matière d'embauche, il faut saisir les incitations et contraintes auxquelles sont confrontés des décideurs dans certaines institutions qui ne peuvent agir sans tenir compte du coût de leurs décisions. Dans un marché concurrentiel du travail ou de la vente de produits, la validité des croyances sous-jacentes aux décisions d'un chef d'entreprise peut déterminer si l'entreprise est rentable, déficitaire, si elle survit ou doit cesser ses activités. En bref, on ne peut pas simplement passer des attitudes aux résultats, même si ces attitudes impliquent du racisme ou du sexisme. Comme s'il n'existait aucun facteur intermédiaire lié au coût des décisions prises sur un marché concurrentiel. Une analyse systémique des marchés ne peut ignorer les facteurs autres que les préférences individuelles des décideurs. Les économistes ayant reconnu ce fait vont des disciples d'Adam Smith à ceux de Karl Marx. Ce point a peut-être été exprimé le plus clairement par Friedrich Engels, co-auteur de Marx du manifeste du Parti communiste. Engels a écrit « Ce que veut chaque individu est empêché par chaque autre.
et ce qui s'en dégage est quelque chose que personne n'a voulu. Une analyse de la causalité systémique s'intéresse précisément à ce qui s'en dégage. Adam Smith, saint patron du capitalisme de libre marché, avait également une analyse systémique de la causalité. Il n'attribuait pas les avantages d'une économie capitaliste aux bonnes intentions des capitalistes. Au contraire, on pourrait affirmer que la vision d'Adam Smith des capitalistes en tant qu'individus était plus négative que celle de Karl Marx. Smith et Marx sont arrivés à des conclusions opposées sur les avantages ou inconvénients du capitalisme de libre marché, mais aucun d'eux n'a fondé ses conclusions sur les intentions des capitalistes. Chacun a fondé ses conclusions sur les incitations et les contraintes systémiques de la concurrence économique. Beaucoup d'autres observateurs, y compris certains universitaires, divisaient automatiquement et directement en résultats. Ainsi, dans son livre The Declining Significance of Race, le sociologue William Gilliswell a décrit les différentes méthodes organisées par lesquelles les propriétaires terriens et employeurs blancs du Sud, après la guerre de sécession, ont cherché à maintenir les revenus des travailleurs et des métayers noirs à un niveau bas. Mais ce livre ne fait aucune référence à des preuves empiriques sur la manière dont ces intentions se sont concrétisées, en d'autres termes, sur ce qui s'en dégage, comme le dit Engels. En revanche, l'économiste Robert Higgs, qui a étudié les conséquences réelles de ces efforts des employeurs et propriétaires terriens blancs dans le Sud après la guerre, a constaté que ces efforts organisés échouaient souvent en raison de la concurrence entre les employeurs et propriétaires terriens blancs pour embaucher des travailleurs et métayers noirs. On pourrait penser que les Noirs, nouvellement affranchis, désespérément pauvres, généralement analphabètes et peu habitués à travailler en tant que personnes libres sur le marché du travail, furent des proies faciles pour les Blancs unis afin d'imposer les conditions salariales et le métayage qu'ils souhaitaient. Mais ce serait faire fi des pressions concurrentielles systémiques inhérentes à une économie de marché. Dans l'agriculture en particulier, et le Sud était alors essentiellement agricole, il existe une urgence inhérente à labourer la terre et à planter les semences au printemps, faute de quoi il n'y aura pas de récolte à l'automne suivant. Les propriétaires terriens blancs, qui furent les premiers à violer les règles que d'autres propriétaires blancs tentaient d'imposer aux travailleurs et métayers noirs, furent ainsi les premiers à s'assurer d'une main-d'œuvre suffisante, en quantité comme en qualité, pour maximiser la production que pouvaient donner leurs parcelles. Les autres propriétaires terriens blancs, qui respectaient les restrictions ou trompaient les travailleurs et métayers noirs de diverses manières, devaient généralement se contenter de la quantité et de la qualité des travailleurs et métayers noirs qui restaient après que les autres propriétaires terriens blancs avaient écumé la crème en payant des salaires plus élevés et des parts de récolte plus importantes, afin d'améliorer leurs propres perspectives de rentabilité pour les récoltes. Les travailleurs et métayers noirs n'avaient pas besoin de connaître l'économie pour savoir où leurs amis et leurs proches obtenaient de meilleures conditions et s'y rendre. Il est guère surprenant que ces efforts visant à réduire les salaires des travailleurs noirs et les parts des métayers noirs aient souvent échoué sous le poids de telles pressions économiques. Ce qui ressort dans ce cas, c'est que le revenu par habitant des Noirs était au minimum près de moitié supérieur à ce qu'il était. Cela représentait un taux de croissance supérieur à celui de l'économie américaine dans son ensemble pendant cette période. Comme ils partaient d'un niveau économique beaucoup plus bas, les Noirs restaient plus pauvres que les Blancs. Mais les données du professeur Higgs indiquaient que les revenus des Noirs ont augmenté plus rapidement que ceux des Blancs au cours du dernier tiers du 19e siècle. Les entreprises, en général, lorsqu'elles prennent des décisions sur le marché du travail ou sur le marché des produits, ne ressemblent pas à des professeurs votant lors d'une réunion de faculté, car ces votes n'entraînent presque jamais de coûts pour les professeurs eux-mêmes, quels que soient les résultats positifs ou négatifs qu'ils puissent engendrer pour les étudiants ou pour l'établissement universitaire. La différence tient au fait que dans un marché concurrentiel, les décisions sont soumises à une rétroaction concrète liées à leurs conséquences, tandis que le monde universitaire, comme dans d'autres milieux protégés, les décisions sont prises en étant largement isolées de ce type de retour. L'Afrique du Sud sous l'apartheid. Pour éviter des débats interminables et non concluants sur la présence ou l'impact du racisme, nous pouvons tester nos hypothèses sur les coûts de la discrimination dans un contexte historique où il n'y avait aucune ambiguïté sur le sujet, à savoir l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, gouvernée par une minorité blanche, élue sans que la majorité noire ait le droit de vote et promouvant ouvertement la suprématie blanche. Les lois de l'apartheid limitaient le nombre de Noirs pouvant être employés dans certains secteurs et professions
et interdisait leur embauche pour des postes supérieurs à un certain niveau dans ce secteur des professions. Pourtant, les employeurs blancs sud-africains dans les secteurs concurrentiels embauchaient souvent plus de Noirs à des postes plus élevés que ne les autorisaient ces lois. Une répression gouvernementale dans les années 70 a conduit à l'imposition d'amendes à des centaines d'entreprises du secteur du bâtiment en Afrique du Sud pour avoir enfreint ces lois. Le secteur du bâtiment n'était pas le seul dans lequel ces entreprises concurrentielles furent condamnées à des amendes pour avoir embauché plus de Noirs et à des postes plus élevés que ne leur permettait la loi. Dans certains autres secteurs, les Noirs étaient même plus nombreux que les Blancs dans certaines catégories d'emplois où il était illégal d'embaucher des Noirs. Il n'existe aucune preuve convaincante que les employeurs blancs qui enfreignaient ces lois avaient des opinions raciales différentes de celles des législateurs blancs qui les avaient adoptées. La différence était que les employeurs qui ne recouraient pas à l'embauche de travailleurs noirs, pourtant rentables, payaient le prix de la discrimination dans le sens second, sous la forme d'une perte d'opportunités lucratives, tandis que les législateurs qui avaient adopté les lois imposant la discrimination au sens second, n'en payaient aucun. En réalité, les législateurs qui ne seraient pas parvenus à faire adopter de telles lois auraient pu, eux, en payer le prix sur le plan politique, puisque seuls les Blancs avaient le droit de vote et les travailleurs blancs réclamaient une protection contre la concurrence des travailleurs noirs. Les employeurs, comme les législateurs, poursuivaient rationnellement leurs propres idées. Simplement, les incitations et les contraintes institutionnelles n'étaient pas les mêmes pour le marché concurrentiel et pour l'institution politique. Par ailleurs, les marchés du travail n'étaient pas les seuls marchés affectés par les coûts auxquels étaient confrontés les auteurs de discrimination en Afrique du Sud. Les lois de l'apartheid rendaient également illégal pour les non-blancs de vivre dans certaines zones réservées par la loi aux blancs. Pourtant, dans les faits, de nombreux non-blancs vivaient dans ces zones réservées aux blancs. Parmi eux, l'économiste noir américain Walter E. Williams, qui séjourna 3 mois en Afrique du Sud pour mener des recherches. Il existait au moins une zone réservée aux Blancs en Afrique du Sud où les non-blancs constituaient la majorité des résidents. Encore une fois, les coûts étaient déterminants. Les coûts supportés par les propriétaires de biens immobiliers situés dans des zones réservées aux Blancs qui renonçaient aux avantages économiques liés à l'allocation à des non-blancs rivalisaient avec les coûts liés au non-respect de lois sur l'apartheid, et ces derniers ne l'emportaient pas toujours. Si les racistes, par définition, préfèrent leur propre race aux autres races, un individu raciste, comme tout le monde, a tendance à se préférer lui-même avant tout. C'est ce qui conduit les employeurs et les propriétaires blancs dans les secteurs concurrentiels en Afrique du Sud à violer allègrement les lois sous l'apartheid. Il ne coûtait rien aux Sud-Africains blancs de voter pour des candidats promouvant la suprématie blanche, mais refuser d'embaucher des travailleurs noirs avait un coût qui pouvait être considérable en matière de rentabilité pour leur entreprise. De plus, les entrepreneurs qui, respectueux de l'apartheid, refusaient d'embaucher des Noirs, alors que leurs concurrents le faisaient et pouvaient ainsi réduire leurs coûts d'exploitation, ce qui leur permettait de proposer leurs produits à des prix inférieurs, s'exposaient au risque de perdre des profits, voire leur entreprise. Cela ne signifie pas que les lois et politiques discriminatoires soient sans effet. Le non-respect de la loi a un coût, comme son respect d'ailleurs, de sorte que les résultats dépendent des circonstances propres à un lieu et à une époque donnée. Cependant, les coûts de la discrimination dans son sens second, pour ceux qui la pratiquent dans le contexte d'un marché concurrentiel, sont bien moindres, voire inexistants, dans les situations où la concurrence libre du marché n'existe pas, comme les monopoles de services publics dont les prix et les taux de profit sont directement contrôlés par l'État, les organisations à but non lucratif et l'emploi public. Dans toutes ces situations, la discrimination, dans son sens second, a eu tendance à être beaucoup plus répandue que sur les marchés concurrentiels, non seulement en Afrique du Sud sous l'apartheid, mais aussi dans d'autres pays du monde. À moins de croire que les décideurs de ces institutions spécifiques ont des opinions raciales ou autres, différentes de celles des décideurs des marchés concurrentiels, et que ces différences persistent au fil du temps à mesure que de nouvelles générations de décideurs se succèdent. Les raisons de ces différences institutionnelles doivent être recherchées dans les incitations et les contraintes propres à la situation de ces institutions. L'une des luttes marquantes du mouvement des droits civiques au milieu du XXe siècle aux États-Unis a été la campagne contre les droits en vigueur dans la plupart des États du Sud, qui obligeait les passagers noirs à s'asseoir ou à se tenir debout à l'arrière du bus, les sièges à l'avant étant réservés aux Blancs, même si de nombreuses personnes des deux côtés de cette lutte considéraient ces lois comme existant depuis des temps immémoriaux.
ce n'était pas le cas. L'histoire de ces lois illustre une fois de plus les rôles différents des incitations et contraintes économiques par rapport aux incitations et contraintes politiques. 3 décennies après la fin de l'esclavage, vers la fin du XIXe siècle, des lois imposant la ségrégation raciale dans les transports publics municipaux avaient seulement commencé à être adoptées dans de nombreuses communautés du Sud. La situation politique avait changé par rapport à ce qu'elle prévalait immédiatement après la guerre civile, lorsque les troupes fédérales étaient stationnées dans les États du Sud et que les gouvernements sudistes étaient soumis à des politiques fédérales accordant le droit de vote aux Noirs pendant ce qu'on a appelé l'époque de la reconstruction. Avec la fin de la reconstruction et le retour de l'autonomie locale dans le Sud, les Noirs ont souvent perdu leur droit de vote, par des moyens allant des lois discriminatoires au terrorisme organisé. La ségrégation raciale dans les transports publics n'était qu'une des conséquences politiques. Avant l'adoption de ces lois, il était courant que les Noirs et les Blancs s'assoient où ils le souhaitaient dans les transports publics. À cette époque, la plupart des compagnies de tramway, sinon toutes, étaient privées et leur profit dépendait du nombre de personnes noires ou blanches qui choisissaient de voyager dans leur véhicule et de la fréquence de leur trajet. Les responsables de ces entreprises privées comprenaient qu'ils risquaient de perdre des profits s'ils offensaient les clients noirs en les obligeant à s'asseoir à l'arrière ou à rester debout lorsque tous les sièges de cette section étaient occupés, même s'il restait des sièges vacants dans la section à l'avant, réservés aux blancs. En réalité, la ségrégation raciale dans les places assises pouvait même offenser certains passagers blancs, lorsque tous les sièges de la section qui leur étaient réservés étaient occupés, tandis qu'il restait des places libres dans la section réservée aux Noirs. En bref, la ségrégation raciale dans les véhicules de transport municipal était considérée par les propriétaires ou les dirigeants de ces entreprises comme un facteur de réduction de profit. Il n'est donc pas surprenant que les entreprises de transport municipal du Sud se soient opposées à l'adoption de lois imposant la ségrégation raciale dans les tramways. Après avoir perdu sur le plan politique devant les législatures, certaines entreprises de transport municipal ont alors porté l'affaire devant les tribunaux où elles ont de nouveau perdu. Puis, après l'entrée en vigueur des lois, de nombreuses sociétés de transport municipal du Sud n'ont tout simplement rien fait pour appliquer la ségrégation raciale en matière de places assises. Dans certains endroits, les passagers ont continué pendant des années à s'asseoir où ils le souhaitaient. Cependant, les autorités gouvernementales du Sud ont finalement pris des mesures sévères. Elles ont commencé à poursuivre les employés des sociétés de transport municipal pour violation de la loi en raison de leur refus d'appliquer la ségrégation raciale dans l'attribution des sièges. Dans certains cas, les propriétaires de ces sociétés ont été menacés de poursuites si leur ligne de transport n'appliquait pas les lois sur la ségrégation raciale. Ce n'est qu'alors que les lois qui avaient été adoptées, parfois des années auparavant, ont finalement été appliquées. Les chemins de fer ont également été touchés économiquement par les lois sur la ségrégation raciale. Lorsque les passagers noirs et blancs devaient être transportés dans des wagons séparés, cela imposait des coûts considérables. L'achat de nouveaux wagons pour leurs trains de voyageurs, ainsi que des frais supplémentaires de carburant pour faire circuler des trains désormais plus lourds. Cela était particulièrement coûteux lorsque le nombre de passagers était insuffisant pour remplir un wagon. Si le nombre total de passagers noirs et blancs suffisait juste à remplir les 2/3 des sièges d'un wagon, les lois sur la ségrégation raciale créaient une situation où 2 wagons étaient désormais nécessaires, chacun avec seulement 1/3 des sièges occupés. À l'instar des sociétés de transport municipal, les directions de chemin de fer du Sud se sont opposées aux lois sur la ségrégation raciale dans leur propre intérêt, même si leur opinion raciale n'était peut-être pas différente de celle des politiciens qui avaient adopté ces lois. Mais ce qui motivait les politiciens, c'était d'obtenir des voix, c'est-à-dire les voix des Blancs, tandis que les propriétaires et les dirigeants des chemins de fer n'avaient que des motivations financières. Et pour ces derniers, l'argent n'avait pas de couleur. La célèbre affaire Plessy versus Ferguson est née de la coopération entre les chemins de fer et Homer Plessy, qui contestait ces lois sur la ségrégation raciale afin de créer une affaire qui ferait jurisprudence. Bien que Plessy appartint à la communauté noire, il était génétiquement bien plus caucasien qu'africain et physiquement impossible à distinguer d'un homme blanc. S'il était monté dans un train et avait voyagé jusqu'à sa destination, il y aurait eu peu de chances pour qu'on lui demande pourquoi il était assis dans un wagon réservé aux blancs. Mais les avocats des chemins de fer et ceux de Plessy coopérèrent pour organiser une confrontation juridique afin de pouvoir porter l'affaire devant les tribunaux fédéraux. Malheureusement, pour les 2 parties et pour la cause de l'égalité des droits en général, la majorité de la Cour suprême se prononça contre eux. L'issue du conflit entre les forces économiques et politiques n'est pas prédéterminée. Ce qui importe, c'est de reconnaître les implications de ce conflit lors de l'élaboration ou de la modification des lois et des politiques.
Les institutions politiques ne sont pas le seul lieu où les décideurs sont protégés contre le paiement des coûts de la discrimination selon son sens second, qu'ils imposent à d'autres. Cela peut être aussi le cas dans certaines institutions économiques. Le monopole des services publics, les prix et les taux de profit sont directement contrôlés par les agences gouvernementales de régulation, font partie des institutions protégées contre le paiement des coûts économiques qu'un marché concurrentiel impose aux comportements discriminatoires, qu'ils soient dirigés contre les minorités ethniques, les femmes ou d'autres groupes. Alors que pratiquer la discrimination selon son sens second, lors du recrutement, pourrait entraîner une baisse des bénéfices pour une entreprise opérant sur un marché concurrentiel. Une entreprise publique réglementée, bénéficiant d'un monopole dans son domaine, ne serait de toute façon pas autorisée à réaliser un taux de profit supérieur à celui jugé approprié par l'agence gouvernementale. Ainsi, une entreprise de service public ne renoncerait à aucun profit supplémentaire qu'elle aurait été autorisée à conserver si elle embauchait sans tenir compte du groupe d'origine des candidats. La discrimination, selon son sens second, pourrait obliger l'entreprise de service public réglementée à payer des coûts de main-d'œuvre en raison de l'obligation d'offrir des salaires plus élevés afin d'attirer un plus grand nombre de candidats qualifiés, parmi lesquels seuls les candidats issus des groupes préférés des décideurs seraient embauchés. Mais en tant que monopole réglementé par le gouvernement, ces coûts pourraient être répercutés sur les clients qui n'auraient d'autre choix que de les payer. L'histoire de la téléphonie, à l'époque où les téléphones étaient des lignes fixes et où toutes les grandes entreprises de téléphonie aux États-Unis étaient des filiales de l'American Telephone and Telegraph Company, illustre bien ce modèle. En 1930, seules 331 femmes noires dans tout le pays travaillaient comme opératrices téléphoniques sur plus de 230 000 femmes exerçant cette profession. En 1950, les femmes noires ne représentaient que 1% de l'ensemble des femmes travaillant pour les compagnies de téléphone. Cependant, après la création de lois sur les pratiques d'emploi équitables dans certains États du Nord, puis de lois et de politiques fédérales sur les droits civiques, de nombreuses compagnies de téléphonie ont revu leurs politiques et ont commencé à embaucher un nombre disproportionné de Noirs. Avant les années 1960, cependant, les lois étatiques sur les pratiques équitables en matière d'emploi n'existaient que dans les États du Nord, bien qu'un échantillon national de l'emploi dans le secteur de la téléphonie ait montré que l'emploi des opérateurs téléphoniques noirs avait plus que triplé entre 1905 et 1960. Ce n'est qu'en 1964 que le premier opérateur téléphonique noir fut embauché par des compagnies de téléphone dans les régions du Sud, telles que la Nouvelle-Orléans, la Floride ou la Caroline du Sud. Ces différences régionales reflétaient le fait que les différentes compagnies de téléphone étaient réglementées par les gouvernements des États et traduisaient les forces politiques de ces derniers. Dans le Sud, dans les États qui avaient autrefois formé les États confédérés d'Amérique, la proportion de Noirs parmi les employés masculins des entreprises de télécommunications a en fait diminué au cours de la même décennie, alors que les compagnies de téléphonie des États du Nord-Est et du Midwest embauchaient davantage de Noirs. Des données ultérieures, provenant d'un échantillon national de compagnies de téléphonie, ont montré que les Noirs représentaient un tiers de la croissance totale des effectifs entre 1966 et 1968, étant donné que toutes les grandes compagnies de téléphonie du pays étaient détenues et contrôlées par l'American Telephone and Telegraph Company. Ces disparités régionales, marquées dans les différentes politiques des compagnies de téléphonie, correspondaient davantage aux différences politiques régionales entre les gouvernements des États du Sud et ceux des États non-sudistes qui réglementaient ces entreprises plutôt qu'aux politiques dictées par la direction nationale de l'American Telephone and Telegraph Company. Ce qui était commun à toutes ces différentes régions, c'est que les coûts supplémentaires liés au traitement préférentiel ou discriminatoire des candidats noirs à l'emploi étaient des coûts que les compagnies de téléphonie pouvaient répercuter sur leurs clients, qui n'avaient d'autre choix que de les payer, car il n'existait à l'époque que des lignes fixes et chaque compagnie détenait le monopole dans sa propre région. La situation était sensiblement la même pour les services publics pétroliers et gaziers, réglementés par le gouvernement, où cette réglementation était également assurée par les agences d'État et où l'augmentation du recrutement de Noirs était limitée aux États situés en dehors du Sud. Non plus ne payèrent aucun coût pour avoir discriminé les Noirs auparavant, ni pour avoir recruté préférentiellement des Noirs par la suite. Il en allait de même pour les décideurs qui dirigeaient des organisations à but non lucratif
ou les responsables des politiques de recrutement du gouvernement. Des incitations similaires ont produit des résultats similaires dans les organisations à but non lucratif, telles que les établissements universitaires, les hôpitaux et les fondations, et des résultats différents dans les entreprises à but lucratif opérant sur des marchés concurrentiels, à l'instar des décideurs des services publics réglementés. Ceux des organisations à but non lucratif pouvaient se conformer aux opinions et aux pressions dominantes de l'époque sans avoir à se soucier des coûts engendrés par la discrimination dans son sens second à l'égard des minorités que leurs institutions auraient autrement dû supporter. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que la discrimination à l'emploi à l'encontre des Noirs et des Juifs ait été particulièrement répandue dans les collèges, les universités, les hôpitaux et les fondations jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque le racisme nazi avait suscité un profond dégoût. Avant cela, cependant, 300 chimistes de recherche noirs avaient été employés par des entreprises privées, mais seuls 3 docteurs noirs, tout domaine confondu, avaient été employés par des universités blanches. Quant aux Juifs, ils étaient rares dans les universités américaines avant la Seconde Guerre mondiale. Bien que Milton Friedman ait obtenu un poste universitaire temporaire avant la guerre, celui-ci n'a duré qu'1 an, malgré les éloges de ses étudiants et collègues pour son travail. Il a passé les années de guerre à travailler comme statisticien avant de devenir finalement professeur titulaire d'économie à l'Université de Chicago après la guerre. À peu près à la même époque, l'Université de Chicago a accueilli son premier professeur noir titulaire. Était exceptionnelle uniquement parce qu'elle avait pris ses mesures avant la plupart des autres établissements universitaires. Des décennies plus tard, après que le climat politique eut considérablement changé, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur se sont engagés dans l'embauche préférentielle de professeurs noirs afin que dans l'admission préférentielle d'étudiants noirs, là encore, sans que les décideurs universitaires n'aient à payer le prix de leurs décisions, tout comme ils n'avaient pas payé le prix des politiques opposées auparavant. La discrimination positive dans le monde universitaire a été adoptée plus rapidement et plus largement que dans les secteurs privés opérant dans des marchés concurrentiels. Tout cela s'est produit trop rapidement pour que des revirements politiques aussi radicaux au sein d'organisations à but non lucratif puissent être attribués à un changement de personnel parmi les décideurs. Dans beaucoup de cas, sinon la majorité, les mêmes décideurs qui avaient autrefois discriminé les Noirs mettaient désormais en place des politiques préférentielles en leur faveur. Dans aucun de ces cas, la politique suivie n'était nécessairement le reflet des convictions, des préjugés ou des valeurs personnelles des décideurs, pas plus que le changement n'était nécessairement le résultat d'une conversion sur le chemin de Damas survenue simultanément chez d'innombrables décideurs. Conséquences imprévues. Outre les lois politiques directement liées à la discrimination, d'autres lois et politiques ayant des objectifs très différents peuvent également modifier l'ampleur et l'impact des conséquences négatives sur les groupes définis par leur race, leur sexe ou d'autres caractéristiques. En bref, les conséquences imprévues peuvent affecter les résultats aussi facilement que les conséquences prévues et parfois même davantage. Les lois sur le salaire minimum et les restrictions en matière de construction en sont 2 exemples parmi d'autres. Bien que les lois sur le salaire minimum aux États-Unis s'appliquent sans distinction de race, cela ne signifie pas pour autant que leur impact soit le même sur les Noirs et les Blancs. Lorsque les niveaux de rémunération ne sont pas déterminés par l'offre et la demande sur un marché libre, mais imposés par des lois sur le salaire minimum, cela peut avoir une incidence sur le coût de la discrimination dans son sens second pour l'auteur de la discrimination. Un niveau de salaire supérieur à celui qui serait fixé par l'offre et la demande sur un marché librement concurrentiel a tendance à avoir au moins 2 conséquences. Une augmentation du nombre de candidats à un emploi en raison du niveau de salaire plus élevé et une diminution du nombre de travailleurs effectivement embauchés en raison du coût plus élevé de la main-d'œuvre. Dans cette configuration, le surpoids chronique de candidats à l'emploi par rapport au nombre d'emplois disponibles réduit le coût du refus d'embaucher des candidats qualifiés issus de groupes particuliers tant que le nombre de candidats qualifiés refusés ne dépasse pas celui des candidats qualifiés excédentaires. Alors, par exemple, l'effectif des candidats noirs qualifiés refusés peut être facilement remplacé par des candidats blancs ou autres qualifiés excédentaires. Cela réduit pratiquement à 0 le coût de la discrimination dans son sens second pour l'employeur, auteur de la discrimination. Selon les principes économiques les plus élémentaires, une telle situation rend la discrimination raciale ou autre beaucoup plus abordable pour les employeurs et donc plus durable que dans une situation où les niveaux de rémunération sont déterminés par l'offre et la demande sur un marché libre et concurrentiel. Dans ce dernier cas, où l'offre et la demande ne laissent pas de surplus ou de pénurie chronique de main-d'œuvre, les candidats noirs qualifiés qui sont refusés doivent être remplacés en attirant d'autres candidats
qualifiés issus d'autres groupes en leur offrant un salaire plus élevé que celui qui serait fixé par l'offre et la demande sur un marché du travail librement concurrentiel et non discriminatoire. Autrement dit, sur un marché libre, la discrimination dans son sens second revient plus cher aux employeurs qui la pratiquent que lorsqu'une loi sur le salaire minimum crée un excédent chronique de main-d'œuvre. Les données empiriques corroborent cette hypothèse. La loi nationale sur le salaire minimum aux États-Unis, le Fair Labor Standards Act, ont fait passer pratiquement tous les salaires monétaires au-dessus du niveau spécifié dans cette loi. Dans la pratique, il n'y avait plus de salaire minimum effectif 10 ans après son adoption. Les dispositions relatives au salaire minimum de la loi sur les normes du travail équitable de 1938 ont été abrogées par l'inflation. En 1948, pendant une période où aucune loi sur le salaire minimum n'était réellement effective, les taux de chômage des adolescents noirs et blancs ne représentaient qu'une fraction de ce qu'ils allaient devenir dans les années suivantes, lorsque les taux de salaire minimum ont commencé à augmenter dans les années 1950 afin de rattraper puis de suivre l'inflation ultérieure. Ce qui est particulièrement frappant cependant, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les taux de chômage des adolescents noirs et blancs en 1948. Le taux de chômage des hommes noirs âgés de 16 et 17 ans était de 9,4. Pour leurs homologues blancs, le taux de chômage était de 10,2. Pour les hommes de 18 et 19 ans, le taux de chômage était de 9,4% pour les blancs et de 10,5% pour les noirs. En bref, il n'y avait pas de différence raciale significative dans les taux de chômage des adolescents de sexe masculin en 1948, alors qu'il n'existait pas de salaire minimum effectif. Après le rétablissement de l'efficacité de la loi sur le salaire minimum, grâce à des augmentations régulières de celui-ci au cours des années suivantes. Non seulement les taux de chômage des adolescents dans leur ensemble ont atteint plusieurs fois le niveau de 1948, mais le taux de chômage des adolescents noirs sont devenus beaucoup plus élevés que ceux des adolescents blancs, généralement au moins 2 fois plus élevés pendant la plupart des années entre 1967 et le XXIe siècle. Les taux d'activité reflètent à peu près la même tendance. En 1955, les taux d'activité des hommes noirs et blancs âgés de 16 et 17 ans étaient pratiquement identiques. Chez les hommes âgés de 18 et 19 ans, les noirs avaient un taux d'activité légèrement supérieur à celui des blancs, tout comme chez les hommes âgés de 20 à 24 ans, mais cette tendance a radicalement changé avec l'augmentation du salaire minimum au fil des ans. Au milieu des années 1950, le taux d'activité des hommes noirs âgés de 16 et 17 ans a commencé à être inférieur à celui de leurs homologues blancs et l'écart s'est creusé au cours des décennies suivantes. Pour les hommes âgés de 18 et 19 ans, le même renversement de tendance dans les taux d'activité s'est produit une décennie plus tard, au milieu des années 1960, pour les hommes âgés de 20 à 24 ans. Ce même renversement racial s'est produit au début de la décennie suivante, en 1970. L'ampleur de la différence raciale dans les taux d'activité chez les hommes après le renversement suivait la même tendance. Elle était la plus forte chez les 16-17 ans, moindre chez les 18-19 ans et la plus faible chez les 20-24 ans. Cette tendance de participation au marché du travail apporte un éclairage supplémentaire sur les causes des différences raciales en matière d'emploi. Si la principale raison de cette différence raciale dans les taux d'activité était le racisme, il n'y avait aucune raison pour que de tels renversements se produisent, et en particulier des renversements à des années différentes et avec des intensités différentes pour les différents groupes d'âge. Les personnes noires à 16 ans restaient noires en prenant de l'âge. Il n'y a donc aucune raison pour que les racistes changent d'attitude envers les travailleurs de couleur en fonction de leur âge. Si toutefois la véritable raison de cette tendance était l'expérience professionnelle et les compétences des jeunes travailleurs noirs les rendaient moins recherchés que les travailleurs noirs plus âgés ayant davantage d'expérience professionnelle ou de compétences, alors une augmentation du salaire minimum exclurait d'abord et dans une large mesure les jeunes noirs du marché du travail. Malheureusement, lorsque les lois sur le salaire minimum réduisent les perspectives d'emploi des adolescents noirs inexpérimentés et non qualifiés, cela réduit leur participation à la population active et par conséquent leur taux d'acquisition d'expérience professionnelle et de compétences, quel que soit le degré de racisme. Celui-ci ne peut expliquer la différence de taux d'emploi pour les jeunes hommes noirs qui ne changent pas de race lorsqu'ils avancent en âge. Cette caractéristique récurrente montre une absence quasi totale de différence entre les taux de chômage des adolescents noirs et blancs lorsque les salaires étaient déterminés par l'offre et la demande sur un marché libre, mais de différences raciales importantes et durables dans les taux de chômage lorsque les lois sur le salaire minimum sont de nouveau en vigueur.
Il illustre également le principe économique selon lequel un excédent chronique de candidats à l'emploi réduit le coût de la discrimination pour l'employeur. Il établit une corrélation entre l'augmentation du salaire minimum et l'évolution des différences raciales en matière de taux de chômage et de taux d'activité chez les adolescents, bien que cela ne prouve pas de manière concluante l'existence d'un lien de causalité. Cela établit néanmoins une concomitance remarquable qui persiste depuis des années. Les autres explications possibles de ces variations sont les différences raciales telles que le racisme, la pauvreté ou le niveau d'éducation inférieur des Noirs ne permettent pas d'établir une corrélation avec l'évolution des résultats en matière d'emploi au fil du temps. Car toutes ces situations étaient pires dans la première moitié du XXe siècle, lorsque le taux de chômage des adolescents noirs en 1948 était bien inférieur et ne différait pas de manière significative du taux de chômage des adolescents blancs. Au cours des années 1970, des restrictions sévères en matière de construction de logements ou d'autres structures ont été imposées dans diverses régions des États-Unis au nom de la préservation des espaces ouverts, de la sauvegarde des terres agricoles, de la protection de l'environnement et de la préservation du patrimoine historique et d'autres slogans politiquement attrayants. Mais quelle que soit leur spécificité, ces lois et politiques ont eu pour effet pratique d'interdire ou de réduire considérablement la construction de logements ou d'autres structures. La côte californienne, y compris toute la péninsule de San Francisco à San José, était l'une des plus grandes régions soumises à des lois et des politiques strictes en matière de restriction de construction. L'effet prévisible de la restriction de la construction de logements alors que la population augmentait, a été une hausse des prix de l'immobilier, l'offre des logements n'ayant pas pu augmenter au même rythme que la demande. Les prix de l'immobilier en Californie étaient très similaires à ceux du reste du pays, avant que cette vague de restrictions de construction ne balaye les régions côtières de l'État dans les années 1970. Et par la suite, les prix de l'immobilier sur la côte californienne ont augmenté pour atteindre un multiple des prix de l'immobilier dans l'ensemble du pays. Les prix de l'immobilier dans la région de la baie de San Francisco ont plus que triplé par rapport à la moyenne nationale. À Palo Alto, près de l'université de Stanford, ils ont presque quadruplé, non pas en raison de la construction de logements plus chers, mais parce qu'aucun nouveau logement n'a été créé à Palo Alto au cours de cette décennie. Les prix des logements existants ont tout simplement explosé. L'impact racial de ces restrictions en matière de logement a été plus prononcé que celui de nombreuses restrictions explicitement raciales. En 2005, la population noire de San Francisco avait diminué de plus de moitié par rapport à 1970, alors que la population totale de la ville était en augmentation. Dans un laps de temps encore plus court, entre les recensements de 1990 et 2000, 3 autres comtés de Californie, Los Angeles, San Mateo et Alameda, ont vu leur population noire chuter de plus de 10 000 personnes chacun, malgré l'augmentation de la population générale dans chacun de ces comtés. Un autre exemple, Harlem était encore une communauté à prédominance blanche en 1910, et les propriétaires et agents immobiliers blancs ont ouvertement mené des actions organisées pour empêcher les Noirs de s'installer à Harlem. Mais à l'instar des efforts organisés des Blancs pour priver les Noirs de leurs revenus dans le Sud après la guerre civile, la simple existence de ces actions concertées ne prouvait pas qu'ils avaient atteint leur objectif. Qualifier ces efforts explicitement racistes à Harlem d'infructueux serait un euphémisme. Les propriétaires et agents immobiliers blancs de Harlem qui ont résisté, alors que d'autres commençaient à louer à des Noirs, se sont retrouvés à perdre des locataires blancs qui quittaient le quartier à mesure que les Noirs s'y installaient, laissant les immeubles des irréductibles avec de nombreux logements vacants, entraînant une perte des loyers. Ces conséquences économiques n'ont pas freiné ces résidents et leurs élus qui, des années plus tard, ont restreint la construction de logements à San Francisco et dans d'autres communautés côtières de Californie par le biais du processus politique, ce qui fait grimper les prix des logements à des niveaux inabordables pour de nombreux Noirs. Au contraire, ces restrictions sur les nouvelles constructions ont augmenté la valeur marchande des logements existants dans ces communautés. Les attitudes et les croyances, aussi fermement défendues ou proclamées soient-elles, ne se traduisent pas automatiquement par des résultats finaux, par ce qui s'en dégage, surtout lorsque les coûts sont supportés par les auteurs de la discrimination eux-mêmes. Il se peut très bien aussi que les attitudes et les croyances raciales des propriétaires et des agents immobiliers blancs du Harlem du début du XXe siècle aient été plus hostiles aux Noirs que celles des résidents et des responsables blancs de la fin du XXe siècle à San Francisco. Mais s'agissant des résultats définitifs, les actions des premiers n'ont pas réussi à empêcher les Noirs de s'installer à Harlem
tandis que celles des seconds ont chassé de San Francisco plus de la moitié des Noirs qui y vivaient déjà. Les coûts ont leur importance.